Bonjour Nial, Adrien, Cynthia. Ouais, bonne année tout le monde. Et puis comme le sujet est velu, je propose d'y aller tout de suite, si ça te va, Brice. Mmh. Let's go. Je vais te laisser commencer par te présenter, parce qu'aujourd'hui tu incarnes une expertise et je suis très content de faire ce sujet-là avec toi. Ouais, complètement, bah, moi aussi. Pour me présenter, je suis consultant SEO depuis un moment en agence, ça fait plus de 5 ou 6 ans, que je travaille en agence sur des sujets SEO, beaucoup de gros sites, typiquement des sites internationaux, dans le focus de mon travail, c'est surtout sur des thématiques, de conversion et d'optimisation de la conversion. Donc, dans mes clients, j'ai beaucoup de sites de SaaS, sites qui sont, à visée locale et autres. Et ça fait maintenant plus d'un an que je suis chez Make the Grade, du coup sur des sujets SEO et puisque c'est d'actualité, aussi sur des sujets géo, puisque, c'était, dans les demandes qui entrent et que c'était un sujet sur lequel il fallait qu'on monte et donc on a monté une offre exprès, et fait nos tests aussi. Oui, beaucoup d'innovation de notre côté. Voilà, donc Brice, c'est le monsieur SEO chez Make the Grade, voilà, qui est capable de poser des congés pour aller participer à des événements sur le SEO. Donc, c'est pour vous dire la passion face au sujet. Et pour ma part, donc Simon Lagadec, je suis le cofondateur de Make the Grade. Et j'ai, entre autres, sur les sujets SEO et Géo, fait beaucoup de tests ces derniers mois, voire sur toute l'année dernière, en fait, avec Brice. Et on va être ravis de vous expliquer tout ça aujourd'hui et quel impact aussi ça a eu chez nos clients qui ont pris le chemin en même temps que nous et sous nos conseils. Rapidement, donc Make the Grade, on se définit comme une société de conseil expert en stratégie digitale. On accompagne les entreprises B2B. Notre mission, c'est de leur faire gagner des nouveaux clients grâce aux stratégies digitales, mais aussi de développer les revenus sur les clients existants. On a plusieurs métiers, du web design, donc on réfléchit, on conçoit des sites internet dédiés à la conversion. Le sujet du jour va graviter autour de ça, bien évidemment. La deuxième expertise, c'est de l'acquisition marketing. Donc, on met en œuvre des campagnes pour générer des contacts, les qualifier, enrichir la donnée, les éduquer et les rendre acheteurs. Donc, on va parler bien évidemment de ce sujet-là aujourd'hui. Et notre dernier métier est un métier d'intégration CRM, donc qui consiste à développer le patrimoine de la donnée des entreprises au service des revenus. Et de plus en plus, on saupoudre ces trois grandes expertises avec l'implémentation de l'intelligence artificielle. C'est un indispensable. Beaucoup de use cases aujourd'hui nous permettent de bien le faire et d'avoir des résultats concrets. Donc, on se spécialise là-dedans. Et on est connu pour notre maîtrise du CRM HubSpot. On est partenaire élite, ce qui fait de nous un acteur important en Europe sur ce volet-là. Alors, le programme qui nous attend aujourd'hui, il est assez dense. On va commencer par dépeindre le tableau actuel. Il y a une évolution des usages via l'arrivée des nouveaux canaux. Donc, on va aller vous expliquer d'entrée de jeu quelles sont les habitudes qui changent chez nos prospects, chez vos leads, et quels sont les impacts et comment on va pouvoir en faire une opportunité pour nos sujets marketing. Et après, et ça c'est vraiment Brice qui a voulu l'amener de cette manière, c'est assez intéressant, on ira s'intéresser aux leviers GEO et SEO, bien évidemment, que vous allez pouvoir exploiter en 3 niveaux. On va monter en complexité au fur et à mesure et vous allez repartir avec des idées concrètes et des leviers exploités directement chez vous, dans vos entreprises. On va être sur un webinaire assez dense en informations. On vous conseille vraiment de prendre de quoi noter en temps réel. Il y a bien évidemment un replay pour vous et vos équipes pour revenir dessus qui sera proposé à partir de demain. Ça arrivera dans votre boîte mail. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat, très important. On va les référencer et à la fin de l'intervention, qui va durer à peu près 1 heure, on y répondra. Donc, n'hésitez pas à mettre vos challenges et vos souhaits compléments d'informations. Voilà. Et on remercie notre partenaire Livetorm de nous proposer cet outil de conférence. On va pouvoir vous poser des questions, des quiz en même temps pour rendre tout ça interactif. Est-ce que ça te va, Brice? Est-ce que tu es chaud? Ouais, c'est bon, allez, let's go. Eh bien, c'est parti. Donc, comme évoqué, on va faire une introduction sur
quelle est la situation du moment en SEO et en référencement des moteurs IA. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les habitudes de recherche évoluent. Historiquement, quand je suis un professionnel en B2B, que j'ai une frustration qui me tombe dessus, qui me ralentit dans mon quotidien, etc., pour 8 personnes sur 10, le premier réflexe, c'était d'aller faire une recherche sur Google. Tout ça, ça a bien changé, ça a bien évolué. On a les LLM qui ont débarqué depuis, vous le savez très bien, vous devez être bien évidemment utilisateur. On pense à ChatGPT, Perplexity ou équivalent. Et puis, les moteurs de recherche traditionnels ont dû contre-attaquer par rapport à ces nouvelles solutions pour conserver une partie des utilisateurs. Et on a vu l'émergence de AI Overview, par exemple, sur Google. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'arrivée de ces nouveaux canaux a transformé notre manière d'effectuer des recherches. On vous a mis des exemples sur cette slide-là par rapport à notre métier. Nous, ce que l'on voit, la manière dont nous recherchait avant pour tomber sur le site de Make the Grade était beaucoup plus simpliste et c'était vraiment une succession de mots-clés. Et aujourd'hui, on va avoir des requêtes beaucoup plus chirurgicales, approfondies, détaillées et ça change tout dans la manière de réfléchir nos contenus et nos stratégies. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vient vraiment de passer d'un usage aux mots-clés à un usage plus lié à la conversion. Et comme c'est notre métier, nous, ça nous va très, très bien. Et juste pour compléter, ça, c'est une étude qui est sortie en septembre 2025. Donc, comment les personnes utilisent ChatGPT aujourd'hui. Donc, ça permet de voir un petit peu dans l'usage des LLM comment vous interagissez avec ceux-ci au quotidien. Donc, pour la grande majorité, la moitié des utilisateurs, c'est pour demander des informations, des conseils, avoir de l'aide à la prise de décision. Pour 40%, ce qui est la grande partie de l'audience également, ça va être un côté création de contenu et de production, donc des générations de texte et de contenu, des générations de code, des générations de tableaux notamment. Et pour une plus petite partie, mais quand même importante, c'est pour des expressions, donc pouvoir partager des opinions, partager des émotions. Vous devez le voir, c'est un phénomène actuellement dans la presse qui en parle beaucoup, utiliser ChatGPT un petit peu comme son coach de vie ou équivalent. Donc ça aussi, c'est des usages qui sont intéressants à noter. Les conséquences de cet usage pour nos contenus sont assez directes. Là où historiquement, en inbound marketing, on a l'habitude de créer sur nos blogs ou nos cas clients des contenus comment faire tel sujet ou comment adresser telle situation, eh ben, ils vont performer en SEO un petit peu moins qu'avant. On va vous expliquer pourquoi. Et ça a représenté chez nos clients et sur le marché globalement, courant 2024, et ça a pu perdurer en 2025 chez certains, une réduction des sessions observées sur les blogs entre 30-40%, parfois au-dessus. Donc, il y avait un impact direct et il a fallu réagir. Est-ce que sur ça, Brice, déjà, tu le partages? Est-ce que tu veux compléter? Ouais, complètement. Je suis d'accord sur le constat. C'est, un peu sur la tranche janvier à mars, beaucoup on revenait vers nous, de la part des clients sur ce moins 30% globalement de trafic sur le blog. C'est complètement vrai et comme tu le disais, il y a des sites qui en ont pâti plus que d'autres. C'était un peu le sujet de LinkedIn pendant un moment justement sur, les grands blogs, SEMrush ou autres, qui, avaient vraiment réduit parce qu'ils avaient un focus très blog et très orienté contenu comme c'est informatif. Il faut savoir que maintenant il y a une partie qui passe, par les LLM pour cette recherche. C'est pas grave et au contraire, ça nous permet de l'adresser aussi sur un autre support, quoi. Ouais, et tu fais très bien la transition avec cette slide. L'impact numéro un de cette émergence dans les usages, c'est qu'il y a un paradoxe quand même qu'il faut noter. C'est les LLM qui arrivent ne viennent pas manger une part du gâteau de la proportion de l'audience actuelle. Et c'est assez intéressant de regarder, en fait, comme les gens recherchent beaucoup plus facilement grâce au LLM, il y a plus de recherches qui sont effectuées. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la part de gâteau, elle s'est agrandie. Et ça, c'est une étude SEMrush qui l'a démontré. Avant, en moyenne, on était par personne à une dizaine de recherches sur Google par semaine. Et après l'émergence des LLM, on était quasiment à 13 recherches sur le même canal. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on effectuait
qu'on effectue 5 recherches sur ChatGPT en parallèle, en même temps. Donc, en fait, c'est comme si l'émergence de cette technologie nous avait rendu, entre guillemets, plus curieux dans notre capacité à passer à l'action pour aller chercher de l'info sur ces supports-là. Donc, premier constat à retenir, ChatGPT, par exemple, ne cannibalise pas les recherches, mais il introduit des nouveaux usages. Et ça, c'est une opportunité pour nos contenus et nos campagnes marketing. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre en dualité forcément le SEO et le GEO. C'est un peu comme le fameux débat, est-ce qu'il faut que je fasse que de l'inbound marketing? Est-ce que faut que je fasse que de la prospection avec des actions outbound? Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt l'un avec l'autre entremêlés. Et là, Brice t'en parlera mieux que moi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est le grand sujet. Est-ce que le SEO il est mort? Réponse courte, non. Parce que globalement, tous les fondamentaux SEO restent vrais et même s'appliquent à tous les enjeux sur les LLM. Le contenu continue d'influencer les décisions et tous les principes de base de best practice, de qualité des contenus et autres continuent de s'appliquer. Au final, même, ils utilisent, on va dire, une bonne partie des critères en commun, même s'il y a un peu de variance d'une plateforme à l'autre. Mais dans les grandes lignes, les directives EAT de Google restent vraies. On veut les contenus les plus autoritaires possibles et les plus informatifs pour les personnes auxquelles on veut répondre. Ça fait sens parce que c'est aussi l'objectif de fond de Google et c'est ce qu'il faut garder en tête. De son côté aussi, lui, c'est donner la meilleure réponse et la meilleure expérience aussi de recherche aux utilisateurs. Donc, Voilà. c'est juste dans les méthodes, on change un petit peu la façon dont on va les adresser et les endroits. Ça passait par le site, maintenant ça passe par le site et directement sur les LM aussi. Voilà, et c'est pour ça que j'aime bien ce que tu as mis. Le GEO est le prolongement naturel du SEO. C'est l'idée clé aussi à retenir. Mhm. Donc, l'émergence de ces plateformes, de ces canaux, ont quand même un impact sur nos contenus. C'est que la grande majorité des recherches qui sont effectuées aujourd'hui pour donner une réponse satisfaisante aux utilisateurs, il n'y a pas besoin de cliquer aujourd'hui sur des contenus. Donc là où avant, on faisait une recherche Google et puis on cliquait sur vos contenus, pages services, articles de blog, etc. pour aller creuser, aujourd'hui, mine de rien, on n'a plus besoin d'y aller. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte. Il va y avoir une certaine méthode, une certaine manière de faire pour être cité dans les LLM intelligemment et puis pour donner envie de cliquer depuis ces recherches effectuées sur vos contenus pour aller approfondir l'éducation de vos prospects potentiels. Donc ici, à retenir aussi, il y a moins de clics, mais il y a plus de citations, comme on l'a dit, et la visibilité remplace vraiment l'aspect attributif. Donc, il va falloir transformer vos contenus. On va vous expliquer comment faire. Là-dessus, justement, Brice, toute l'année dernière, toi, tu as pu faire des observations sur nos clients. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais. En fait, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes justement par rapport à cette évolution-là, et notamment ce que tu disais sur l'aspect attributif, c'est que en fait, en SEO, on utilisait historiquement un KPI qui était aussi fautif, c'est celui de la visite, chose qui n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines. Et quand on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe à partir de ces visites, bah, on se rend compte que c'est intéressant. Déjà parce qu'on peut se dire, OK, j'ai reçu une visite à partir de ChatGPT, mais en fait, ce qui se passe en fond, c'est que c'est des centaines de fois où j'ai été cité et mis en avant sur laquelle je n'ai pas forcément la visibilité. Et puis surtout, pour ce qui nous intéresse d'un point de vue conversion, là, c'est super intéressant parce que là où on est dans des standards marchés, par exemple, en général, à du 2% de clics, on va dire à peu près à travers la balance, 2% de conversion, pardon, sur le site, en fait, on se rend compte que des utilisateurs qui viennent des LM convertissent forcément parce que en fait, ils arrivent directement dans les usages qu'on a remarqués sur une page de service. C'est la première page qu'ils voient sur le site, c'est la page de service, où, où ils arrivent et ils sont prêts à faire une action directement. Donc, on en a, par exemple, dans notre cas,
qui arrivent sur le blog, mais qui en fait s'inscrivent directement à la newsletter et que c'est une visite qui a duré uniquement quelques secondes, mais parce que le contenu il était repris dans les M et ça les a convaincus. Ou même dans les cas intéressants qu'on a eu aussi dans nos prises de contact, c'est là des prospects qui arrivent directement avec un brief structuré via les LLM, qui viennent sur le formulaire et qui mettent toutes les informations. Et dans certains cas, même le cahier des charges, il est prêt avec les risques sur lesquels ils veulent qu'on échange. Et en fait, tout est prêt, on va dire, après, derrière, à la prise de contact. Donc, même pour nous, ça nous simplifie aussi la qualification et on voit que c'est très intéressant. Là, par exemple, ce que je mettais en avant, c'est que les visites qui viennent des moteurs IA, donc ce qui rentre dans la catégorie referrals, en réalité, sur ce site-là, c'est 2,5% de taux de conversion et c'est largement au-dessus des autres canaux, sachant que on est dans cet exemple-là sur un site qui, en plus, avait un blog assez important. On voit que sur des sites qui sont plutôt SaaS, par exemple, très service, où on est plus sur des taux de conversion de l'ordre de 5%, ben, en fait, le trafic des LLM atteint même des 10% de taux de conversion en réalité. Ce qui est énorme, c'est 2 fois plus. C'est pas mal du tout. Ouais, ouais. Et juste pour te compléter, si on enlève le côté IA 2 secondes et qu'on s'intéresse vraiment aux humains, la statistique généraliste en B2B, c'est sur 100 personnes qui vont consommer vos contenus, on a à l'instant T que 2 qui sont prêts à acheter. Donc là, c'est de la stat que tu donnes, Brice, c'est une moyenne. Et ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que sur la proportion des personnes qui sont au bout de ce tunnel de conversion, qui sont prêts à l'acte d'achat, lorsque votre référencement SEO et GEO est optimisé, vous allez avoir une capacité à capter la partie de cette audience prêt à l'achat beaucoup plus finement et fortement. Donc, c'est comme si votre filet de pêche, il était beaucoup plus orienté en pilotage automatique. Et c'est ça qu'on va aller chercher à reproduire chez tous les sites Internet et les campagnes marketing de nos clients. Chez les 98 autres personnes, elles sont entremêlées dans différents stades de maturité. Il y en a certaines qui ne savent même pas qu'elles ont la problématique que vous pouvez répondre et pourtant elles le vivent. Il y en a certaines qui ont identifié la problématique et qui commencent à se documenter dessus. Et puis après, il y a toutes les personnes qui sont en phase de veille pour trouver les solutions dont vous faites partie. Donc ça, c'est important de l'avoir en ligne de compte aussi. C'est ça. Et surtout que ce qu'on disait, le trafic peut être en baisse. Le petit détail que je n'ai pas mentionné, c'est qu'en réalité, on se rend compte que le nombre de conversions, il est resté stable, il n'a pas bougé. Et au contraire, justement, sur tous les sites qui ont déjà des petits efforts ou des choses sympas mises en place, en fait, on a même des conversions en plus qui viennent de CRM et où là, du coup, c'est 5%, on va dire, du pool de conversion mensuel, quoi. Ouais. Merci pour ton complément. Donc, on fait que dire finalement que on a moins de visites ou alors elles sont quand même plus proches de l'acte d'achat, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important, il faut continuer de faire du contenu. N'allez pas vous dire, OK, je vais plus faire de blog alors si à ce moment-là, c'est moins efficace. Là aussi, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il faut que votre site internet soit entretenu avec des nouveaux contenus, qu'il y ait aussi du nettoyage sur les contenus existants. On va vous dire comment le faire et par quoi commencer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que votre site internet, OK, il reste plus une source d'information comme historiquement parlant, mais il va devenir quand même un diffuseur de vos messages clés, de votre image de marque, de votre capacité à délivrer vos cibles sur des canaux qui sont devenus plus agentiques. Et ça, c'est important. Là-dessus, Brice, quand tu as un de nos clients qui te challenge là-dessus, c'est quoi ton conseil? Est-ce que je dois faire un blog et continuer de l'entretenir ou pas? Oui, complètement et en fait, en réalité, souvent, si j'ai la question, ça vient aussi souvent d'images qui sont restées. En fait, ce qu'on voit sur la partie à droite, c'est qu'il faut se dire que quand on fait une recherche sur les M, il y a 2 parties. Il y a la partie qui, dans un cas de figure, s'il estime qu'il a pas besoin, il va aller interroger sa base de connaissances, sa base historique pour fournir une réponse et plutôt une branche où là, il a besoin d'un peu plus d'informations et il va aller chercher des sources supplémentaires.
Et en fait, il y a beaucoup de clients, quand ils se posent la question, c'est qu'ils ont encore en tête un petit peu, on va dire, les prémices de GPT et des autres moteurs, où en fait, ça fournissait une réponse qui était très théorique, basique, et qui était peu intéressante, et où je disais: «C'est ça qui me prend mon contenu, bon, pas intéressant pour moi». Alors que en réalité, ça a quand même beaucoup évolué depuis avec les modèles, 4o, 5 et ainsi de suite, et que en fait, maintenant, c'est beaucoup mieux mis en avant au niveau des mentions, et ça fournit une réponse qui est beaucoup plus qualitative, et en fait, qui, du point de vue utilisateur, met aussi beaucoup plus en avant les next steps de qu'est-ce qui se passe après, et donne envie aussi d'aller continuer, la recherche ou la conversion, quoi. Voilà, donc sur le schéma qui est là, vous allez prompter, le ChatGPT, on va rester sur ce canal-là, va faire 2 choses. Il va regarder, sur sa matière en propre, hein, son corpus d'entraînement, ce qui peut vous ressortir. Il va venir compléter avec des sources externes dont vos contenus, font partie, et c'est dans cette bulle-là, hein, qui est ici sur la droite, qu'il faut positionner vos contenus. C'est comme ça que, vos contenus seront cités directement, et on va vous montrer comment faire. Alors là, c'était pour dépeindre, donc on l'a fait, de manière, généraliste, rapide. Vous avez bien compris que, c'est une opportunité, le GEO, donc le référencement naturel sur, les moteurs IA. On va commencer par le niveau 1, c'est-à-dire les victoires faciles que vous pouvez entreprendre sur vos contenus, sur votre site internet, pour commencer à positionner vos contenus et récupérer une partie de l'audience très qualifiée, c'est-à-dire proche de l'acte d'achat, que vous méritez. Alors, dis-nous tout, Brice. On va commencer en parlant de données structurées. Yes, complètement. Donc comme tu disais, l'approche là, c'est de se dire: «Si j'ai, un petit peu de temps à mettre là-dessus, qu'est-ce qui me permet de me préparer au maximum à ces enjeux-là?» Le premier, c'est les données structurées. Très simplement, ce que c'est un petit bout de code, qui est présent sur les pages, qui permet en fait de contextualiser l'information. C'est pas nouveau même en réalité par rapport au GEO, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'on l'utilisait en SEO, mais ça remet le sujet sur la table en réalité, de dire: «Il est faux, déjà, il faut en mettre en place, et un petit peu le maximum», et aussi et surtout bien les mettre en place. Parce que, ce qu'elles vont permettre de faire, c'est de contextualiser justement, les sujets déjà, du contenu, et aussi les entités qui y sont liées. Parce que c'est la façon dont réfléchissent les LLM, c'est qui parle, et aussi est-ce qu'il est, à même de donner son avis sur le sujet? Quel est son lien avec d'autres entités et autres? Les données structurées vont nous permettre de clarifier tout ça. Donc, là-dessus, ce qu'on utilise, globalement aujourd'hui, c'est du JSON partout. Les autres types de données structurées sont devenus, de moins en moins fréquents. Et puis, ce que ça permet de faire, c'est de rendre globalement tout l'aspect justement du site plus robuste, et de mieux le mettre en avant, de mieux le valoriser. Et donc pour ça, on a à disposition, par exemple, des choses, sur, l'organisation, donc qui est l'entité qui parle, sur, éventuellement la personne, par exemple, pour des sujets auteurs sur un blog, sur, si on est sur une question de points de vente, on a des données structurées qui s'appellent local business, qui nous permettent de donner des informations complémentaires dessus, et ainsi de suite. L'idée, c'est après, justement, une fois qu'on a identifié le besoin, on va aller, chercher le type de données structurées qui nous intéresse, et se poser la question de comment on met en place et pourquoi. Hem, Donc ici, pour te traduire, c'est offrir une lecture qui parle le langage ChatGPT, par exemple, depuis notre site internet, pour que le contenu soit mieux compris par ces plateformes et du coup mieux positionné en cas de requête. c'est ça. Ça permet de mieux le positionner en cas de requête, et de déclencher souvent, tout ce qui est, sur les affichages enrichis aussi, sur Google. Donc toutes les choses où on a l'habitude de les voir, par exemple les, questions qui sont liées, les encarts, FAQ directement, qui permettent de donner une réponse directement au sein de Google, les encarts sur, de knowledge graph sur, qui est l'entreprise, son site internet, ses réseaux sociaux, et cetera. Tout ça, ça y participe, et ça permet de, valoriser aussi ces contenus en les faisant en tout cas en encourageant l'apparition dans ces encarts qui sont un peu sympas, quoi. Ok. Et si je suis un responsable marketing et que je dois prioriser la mise en place des données structurées, c'est quoi le top 3 auquel je dois m'adresser?
On fait le détail juste après dans les slides, donc si tu veux, on pourra. Et en fait, généralement, juste pour faire la transition, en ce moment, on a beaucoup de demandes justement pour les mettre en place, mais en réalité, le meilleur moment, souvent, c'est au moment d'une refonte parce que justement, on définit tous les contenus et comment on les structure. C'est le moment idéal. On peut le faire après, bien évidemment aussi, quoi. Ok. La Et première partie là, ouais. vas-y, je t'en prie. La première partie là, ça va être sur un ensemble de données qu'on considère comme socle, qui sont plus ou moins indispensables et que la plupart des sites ont en réalité. C'est plus si elles sont pas présentes, là c'est dommage, et c'est surprenant plutôt, parce que même la plupart des CMS aujourd'hui les mettent en place automatiquement. Et la seule question qu'il y a à se poser, du coup, si elles sont présentes, c'est aussi si elles sont bien configurées. Quelque chose qu'on voit fréquemment sur des sites, c'est en fait elles sont là, mais on reprend que la moitié des informations qui sont disponibles parce que c'est la configuration de base et qu'on n'a pas été remplir les quelques champs qui sont demandés. Donc là-dessus, il y a tout ce qui va considérer les données structurées sur l'organisation. Donc, qui est l'entité qui parle, souvent l'entreprise, pour donner par exemple son nom, sa raison d'être et toutes les entités qui y sont liées, donc ses réseaux sociaux par exemple, de mettre en avant clairement que telle page Facebook, c'est bien la page Facebook de l'entreprise. Pareil pour LinkedIn, Instagram, Pinterest, tout ce que vous voulez, pour mettre en avant tout ça. Voilà, donc là, on va pas faire toutes les lignes, parce que sinon, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça, c'est non négociable. C'est vraiment la base et le socle de la capacité d'un site Internet à se positionner dans les réponses génératives. Ok. On reviendra sur des exemples concrets plus loin dans la présentation, parce que notamment sur les foires aux questions, ça, c'est des victoires assez faciles en données structurées qui permettent de vous positionner rapidement avec vos contenus. Mais il y a une seconde catégorie de données structurées aussi que tu voulais mettre en avant et qui permettent d'aller chercher l'optimisation au fil de l'eau et le supplément d'âme. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en réalité, celle-ci, c'est plus là où tout se joue pour faire la différence. Et en fait, là où ça va vous intéresser, on va dire plus d'un point de vue business, puisqu'on n'est plus juste dans les bonnes pratiques et une façon, on va dire, un peu basique de valoriser les contenus, mais là, on est plus dans quelque chose qui est un peu stratégique et sur lequel on va aller apporter de la réflexion. Par exemple, dans les types de données structurées qu'on a à disposition, il y a des choses qui sont liées aux services. Souvent, ce n'est pas utilisé, alors que typiquement, sur votre site, sur des pages de services, c'est l'occasion de le mettre en place pour aller clarifier aussi déjà quel est le service qui est vendu, qui n'est pas forcément quelque chose qui est toujours super clair, rien qu'avec le titre, même si on veut que ce soit d'un point de vue SEO. Et de en fait, mettre en avant des choses qui sont très actionnables du point de vue client pour que ça ressorte justement dans les LM dans sa compréhension. Donc, par exemple, sur si j'ai un service, mais éventuellement des sous-services qui sont associés, en réalité, je peux aussi aller le relever dans les données structurées pour le mettre en avant. Même chose aussi, si dans mes pages, j'ai des informations sur ma manière de procéder, par exemple, voilà, en général, telle prestation, c'est en phase 1, on fait ça, en phase 2, on fait ça, et en phase 3, on a telle action. Je peux aller aussi le mettre en avant dans les données structurées pour encourager aussi les AM en fait, à mieux comprendre et à reprendre aussi ces éléments de réponse-là directement dans sa réponse. C'est ce qui peut faire en réalité la différence entre le choix d'un acteur ou un autre, et c'est pour ça qu'on le fait. Il y en a aussi d'autres types, là sur les produits, les avis et autres, qu'on peut aller aussi utiliser, quoi. Ouais, on y reviendra juste après également. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avec ce type de données structurées que vous amenez votre différenciation et votre spécificité marché. Et donc, c'est hyper important pour vous distinguer de vos concurrents directs et potentiellement internationaux. Et là-dessus, juste pour reclarifier, service, du coup, tout ce qui va être plus orienté service. Après, on a un type de données structurées produits. Donc là, ça va être surtout sur des sites e-commerce. Et tu as aussi, dans souvent ceux qui sont intéressants, local business pour toutes les entreprises qui ont une visée locale pour aller faire en sorte d'être présent sur la ville qui nous intéresse et encore plus intéressant si en fait on a plusieurs localisations, quoi.
Comme des réseaux de franchise, par exemple. Ouais. OK. Tu voulais nous parler de SERP Facing. Est-ce que déjà tu peux nous le traduire en français pour les non anglophones et nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, bah, là, c'est la même chose globalement, c'est de faire la continuité entre le SEO et le GEO. Là, en réalité, on n'est pas vraiment dans une action GEO, mais l'idée derrière, c'est de se dire: on prend tous les contenus, et comment ils sont affichés sur les moteurs de recherche et c'est ce qu'on va aller chercher à optimiser. Parce que les LLM, en fait, dans leur façon de fonctionner, c'est assez fréquent qu'ils prennent une page de recherche et qu'ils récupèrent à minima les informations. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toutes les mettre en valeur, mais en fait, pour beaucoup, ils vont pas aller recréer Google non plus, dans leur façon de réfléchir. Ça fait sens et donc la seconde meilleure chose qu'ils peuvent faire à partir de ça, c'est récupérer les informations de Google pour eux les utiliser et donc en fait, c'est utiliser ce principe-là. Nous, on va se l'approprier en tant qu'entreprise, c'est de se dire: «OK, donc dans ce cas-là, j'ai un intérêt à ce que mes contenus, aillent optimiser la façon dont ils apparaissent aussi sur Google pour être sûr que, je remonte les meilleures informations». Donc c'est pour ça, c'est un enjeu SEO qui en réalité maintenant a un double intérêt parce que ça nous permet aussi d'optimiser pour le GEO en allant, s'assurer que notre titre, il est qualitatif et qui contiennent toutes les informations qui m'intéressent. Même chose pour la description et éventuellement ce qu'on disait sur les affichages enrichis, donc tout ce qui est les questions associées et des snippets, par exemple là sur, une réponse directement dans Google, je peux, aussi, essayer d'optimiser ça, quoi. Donc finalement, moi, si je traduis, je suis responsable marketing, je suis un dirigeant d'entreprise. Au moment où je vais travailler mon budget marketing annuel, j'ai tout intérêt à réserver un budget récurrent pour optimiser mon SEO parce que ça vient nourrir les victoires en GEO par effet, ricochet et c'est pour Mmh. ça aussi qu'on parle de plus en plus de global search pour, englober, ces 2 curseurs. C'est ça et celui-ci, c'est vraiment une quick win dans le sens où on n'a même pas besoin, dans ce cadre-là, de repasser sur l'ensemble du contenu. C'est vraiment dire: «Allez, à l'essentiel, titre, description et par exemple, tout ce qui va avec, éventuellement les images et autres», pour, on va dire, faire très peu, mais en ayant le maximum de résultats potentiels, quoi. Ça marche. Donc ça, c'était pour les victoires faciles du quotidien. Si on commence à monter d'un cran, on va aller s'intéresser au GEO de niveau 2. Donc là, sur ses propres contenus et ses propres supports liés à son site internet. Ouais. Là-dessus, c'est même un choix d'ailleurs d'avoir mis, ses propres supports parce que ce qu'on disait sur, le SEO, en réalité, c'est qu'on rentre dans dans une logique un peu plus de marketing intégré et que c'est, le fait intéressant justement du GEO et ça me semblait assez logique dans ce cadre-là, en fait, de dire: «Qu'est-ce qui est, enfin, si j'ai envie de faire des actions supplémentaires une fois que j'ai ma base, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui est prioritaire?» Donc ce qui est prioritaire, ça va être tout ce sur quoi j'ai la main, parce que c'est plus facile, d'aller apporter des actions et après on verra tout ce sur quoi on n'a pas la main. Là, en tout cas, c'est des choses qu'on peut faire. La première action, si on veut aller un peu plus loin dans l'optimisation, pour le géo, ça va être la mise en place d'un monitoring. Là-dessus, c'est pas vraiment, négociable. On le fait en SEO depuis longtemps. Et là-dessus, en fait, en réalité, le fait, c'est que on a besoin de data pour savoir aussi, où on en est à date et sur quoi optimiser et comment on va aller optimiser. Donc c'est pour ça qu'on le met en place et qu'on recommande toujours de le mettre en place. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est, de suivre différents prompts justement, pour savoir où on en est. Est-ce qu'on est cité et éventuellement s'il y a plusieurs citations, bah, est-ce qu'on a été cité en premier, en deuxième ou en troisième. Le premier type de prompt que je mets, c'est les prompts recommandations, où là, par exemple, c'est, bon, bah, j'ai besoin d'un acteur, hop, Je vais j'ai remettre, besoin d'un t'inquiète. acteur en bah, lequel tu me recommandes et en fait, l'enjeu, nous, derrière, c'est d'intégrer la shortlist parce que si, on demande à GPT, quels sont les 3 meilleurs acteurs qui font un service ou juste même qu'on lui demande, qui est le meilleur pour un service et qui nous en fournit 3 par exemple, bah, on veut faire en sorte d'apparaître là-dessus parce qu'on est au plus proche, du commercial aussi
et c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui va déclencher souvent des prises de contact. Le deuxième type, ça va être tout ce qui est transactionnel, donc là où on est vraiment sur un objectif de conversion de l'intention. Donc vraiment, là, dans l'idée, je sais déjà même de quoi j'ai besoin et pourquoi, et je vais aller vraiment chercher le service dont j'ai besoin. Le troisième type, ça va être tout ce qui est plus prompt informationnel, où là, l'enjeu, c'est plus d'être sur la carte. Donc souvent, c'est ce qu'on faisait au travers du blog avec le SEO, et où là, en fait, on veut déjà commencer à apparaître des premières fois pour construire, on va dire, un petit peu l'image mentale et notre présence sur des sujets de fond, sur globalement tout ce qui a lieu d'être sur la recherche d'informations. Je les ai mis dans cet ordre-là parce que c'est aussi l'ordre dans lequel on travaille pour le SEO. Généralement, on va aller, asseoir les bases d'un point de vue conversion, donc tout ce qui va avoir plutôt attrait au site, donc sur les prompts recommandations et transactionnels d'abord, et en troisième, on va dire les prompts informationnels. C'est généralement comme ça qu'on travaille parce que la conversion, on va dire, et le chiffre d'affaires en premier, et surtout, une fois que la machine tourne, on peut un peu la laisser de côté et passer sur plus de l'enrichissement et donner de l'élan à tout le reste, quoi. Ouais, et pour te compléter, donc, vous avez des outils qui commencent à se spécialiser là-dedans dans le monitoring de GEO. On peut penser par exemple à PromptWatch, et sur sa version gratuite, si vous voulez commencer à geeker sur cet outil-là, il vous propose 20 prompts que vous pouvez suivre. Et donc là, vous pouvez appliquer les conseils que Brice vient de vous donner pour mettre un pied à l'étrier là-dessus. Et justement, PromptWatch, c'est ce qu'on met là sur le screenshot qui est au-dessus. Ouais, là-dessus, c'est exactement ce qu'on disait. Ça nous permet de suivre différents prompts, de savoir si on apparaît ou pas sur ces différents prompts, et en réalité, même d'avoir le visu sur la réponse qui a été fournie pour savoir si on a été cité et dans quel cadre globalement. Ce que ça nous donne comme information, c'est au global le nombre de citations du coup qu'on a eu, quand est-ce qu'on apparaît dans les recommandations IA, et d'estimer du coup notre part de marché, on va dire, dans les moteurs IA à partir de ça, quoi. Ouais. Et là, il y a un consensus au niveau des responsables marketing qui se dessine depuis plusieurs mois maintenant. C'est référencer toutes les questions ouvertes, hein, les typologies de prompts qui sont rattachées directement à l'acte d'achat de vos solutions. Il faut toutes les cartographier et il faut que vous soyez mentionné dans le top 3 systématiquement. Là, ça vous donne déjà du concret pour aller chercher des positions là-dessus, en sachant que les usages sont déjà là, hein. Donc, si vous arrivez à vous positionner, vous avez du volume et des sessions qui arrivent directement sur vos contenus. Et juste, comment dire, Brice, tu m'avais dit à un moment donné que les LLM étaient kingmakers. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu entendais par là? Parce que ça aussi, Ouais. j'ai trouvé intéressant. En réalité, c'est une évolution des usages qui a aussi fait évoluer les LM en conséquence. C'est que si on repart en arrière et qu'on se dit quelles étaient les réponses qui nous donnaient un petit peu, on va dire, plus début 2025, c'est le fait qu'ils nous faisaient une liste d'acteurs. Par exemple, j'avais besoin d'un service, voilà 10 acteurs qui le proposent. Et que du côté GPT, sûrement, enfin, et les autres EM, le constat était sûrement que en réalité, on n'a besoin que de quelques-uns et d'une shortlist. Et donc, l'évolution a fait que maintenant, la plupart du temps, il met 3 citations ou acteurs en avant, et en réalité, de plus en plus, il a tendance à faire en sorte de choisir le meilleur, et donc des fois, il va jusqu'à en citer qu'un seul, et au contraire, justifier pourquoi, cet acteur-là et quels sont les next steps justement avec cet acteur-là pour entrer en contact avec lui. Et c'est dans cette dimension-là où du coup, effectivement, je te disais que c'est un petit peu kingmaker parce qu'on est vraiment dans un enjeu de shortlist, et que c'est un petit peu comme ce qu'on avait en SEO aussi, c'est que l'acteur qui est cité en premier, il va truster la majorité du trafic, et ça va aussi
contribuer à le renforcer au fur et à mesure. Et donc tout ce qui est en dessous de ce top 3, voire même de ce top 1, on pourrait dire, bah, c'est ceux qui vont être les plus perdants, hein, aussi, dans cette dynamique-là, quoi. Voilà, bah, c'est ce que je voulais entendre parce qu'il y a vraiment un intérêt entre guillemets à se bouger pour être positionné parce que les places, elles vont se prendre. Parfois, certaines sont déjà prises et plus je suis dans un métier, une activité de niche et plus ça peut être une opportunité incroyable pour mon entreprise ou à l'inverse, être un nouveau fardeau qui vient d'apparaître. Tu voulais nous parler aussi de la dynamique des résultats directement dans les prompts qui sont réalisés. Donc là aussi, c'est une étude que tu as réalisée sur la base de nos clients. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? Pourquoi, en tant que responsable marketing, c'est quelque chose aussi auquel je dois être attentif? Ouais, bah, c'est ce dont on parlait là juste avant, bah, c'est les modèles qui ont évolué et que maintenant, il y a de moins en moins d'acteurs qui sont cités au sein des réponses. Et globalement, l en fait, c'est plus les IA qui basculent, on va dire, d'un rôle où ils étaient agrégateurs, un petit peu comme les moteurs de recherche et en réalité, de plus en plus, ils vont aller, focus sur, l'action d'après et pour nous, en tant qu'entreprise, c'est la conversion et c'est ce qui nous intéresse. Ça marche. Et justement, si on devait donner à ceux qui nous regardent une checklist de ce qu'il faut entreprendre pour aller positionner nos contenus derrière ces prompts, Ouais. par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on doit transformer sur nos contenus actuels? Bah, en réalité, ce qu'on va chercher à faire, c'est de là, d'agir sur toute la branche où, ces, LLM vont aller, chercher de l'information en live sur des pages, globalement. Et donc l'idée, c'est comment, je retravaille mes pages de service, mes articles de blog et autres, pour donner, on va dire, la meilleure réponse, le plus de contexte possible et l'idée, c'est derrière d'être le plus explicite et le plus facile à comprendre pour ces agents-là. Tu peux passer directement à celle d'après, où là, on a des choses un peu plus concrètes. La première, par exemple, qui est assez fréquente, mine de rien, sur des sites qu'on récupère, c'est tout simplement une question, on va dire, de positionnement et de promesse. Donc là, ça va consister plutôt pour les pages de service, les pages si on a par industrie et autres, où en fait, il y en a encore même beaucoup aujourd'hui, où ce qui est fait, ou proposé en termes de service est même pas forcément très clair, à comprendre sur la page et donc là encore moins pour, des LLM qui chercheraient à comprendre assez rapidement, quel est le sujet de la page. Pour qui aussi, qui est une question importante, dans la compréhension et tout ce qui va avec, dans quel cadre, quelle expertise et autres. Donc en fait, on est dans la situation où on n'en profite pas, justement si on a une promesse assez généraliste dans nos contenus, ça c'est quelque chose qu'on veut éviter, ou si on ne sait pas mettre en avant, au sein de la page, bah, des use cases, des KPIs sur le ROI par exemple de ce qui a été mis en place et autres, bah, là c'est un petit peu dommage et on a tout intérêt à aller travailler pour la reprise par les moteurs IA, sur ce contenu-là. Donc en clarifiant la promesse et en étant aussi beaucoup plus clair et explicite sur la promesse du coup qui est donnée et en ayant des sections justement pour répondre à quel est le use case, qui est associé, qu'est-ce que ça a permis d'atteindre en termes de résultats et ainsi de suite. Ouais, moi, je trouve ça assez marrant comme constat dans les bonnes pratiques parce que finalement, on nous demande de mettre sur le papier, ou plutôt sur nos pages web, ce qu'on est amené à évoquer en avant-vente avec un prospect directement lors d'une première conversation. Mmh Donc, mh. c'est souvent la manière que je recommande de faire, c'est en tant que responsable marketing, aller écouter des replays d'appels de connexion ou de pseudo rendez-vous découvertes et voyez les questions qui reviennent avec récurrence et mettez-les sur vos pages web avec des modules dédiés. Plus rendez vos contenus vivants et plus authentiques en ajoutant sur vos pages de la vidéo pour que ça soit incarné en plus. Et là, vous verrez, vous allez avoir des taux de conversion qui seront déjà par définition meilleurs. Mais en plus de ça, quand vous regarderez votre évolution de trafic, vous verrez que
la ligne des LLM va grandir au fur et à mesure que vous allez optimiser, créer, ajouter ces structures de pages. Nous, c'est ce qu'on voit en tout cas. Ouais. La deuxième optimisation, ça va être sur tout ce qui va être blog, là pour les articles et les guides par exemple, où en réalité, souvent on avait tendance à faire des contenus en SEO qui étaient longs, voire de plus en plus longs aussi. Et l'usage qui revient un petit peu, c'est d'avoir quelque chose qui est très bite-size, qui permet en fait en réalité d'un coup d'œil de comprendre quel est le sujet de l'article et les réponses qui sont apportées. Et c'est quelque chose du coup qu'on fait par exemple aussi dans notre cas pour, on va dire, résumer un article qui serait long dans un format qui soit un petit peu plus digeste dans un premier temps avant de passer à lire l'ensemble d'un point de vue utilisateur, ou en haut d'article, on met en avant en réalité un résumé de key points un petit peu sur quels sont les sujets qui sont traités, quelles réponses on vient y apporter et qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte avant de faire le détail en fait plus bas après dans l'article de tous ces enjeux-là et un peu plus en longueur, quoi. Et ce sont des données structurées, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, et l'exemple là qui est mis en haut à droite, c'est ce qu'on a sur notre blog, par exemple. Justement, j'en profite, je montre parce que notre blog, c'est vraiment notre laboratoire et on a des super résultats. Donc, c'est la concrétisation de tout ce que Brice est en train de nous expliquer. Donc, c'est un article de blog classique et on a rajouté certaines fonctionnalités, certains modules propices au référencement de ce contenu-là dans ChatGPT et les LLM. Donc, on a un premier module ici où vous voyez, c'est résumer cet article avec. Donc, on vient répondre à un besoin des utilisateurs et de l'humain. J'ai pas le temps de lire, je veux le résumer. Donc, si je clique par exemple sur ChatGPT, qui est le LLM que j'utilise au quotidien, hop, ça va aller dessus. Vous voyez que ça ouvre un prompt par définition. Et je suis quelqu'un extérieur au nom de domaine de Make the Grade, donc je vais nourrir le ChatGPT avec le contenu qui vient de mon propre site internet. Et voilà, je vais avoir directement mes recommandations. Et vous voyez que c'est écrit de tel qu'on demande à ajouter des contenus complémentaires de notre blog Make the Grade et uniquement notre blog Make the Grade comme source de vérité. Et ça vient en fait alimenter les compteurs de ce canal-là. Donc, il y a cette première chose. On vous invite à faire ça pour tous vos contenus, articles de blog et cas clients notamment. Ça marche très, très bien. On va avoir ce bloc-là, ce qu'il faut retenir, comme tu l'as expliqué, Brice, et qui est une donnée structurée, donc qui vient faciliter la compréhension des LLM sur ce contenu. Après, on va avoir des contenus très diversifiés. On a de la bullet point, on va avoir de l'illustration, bien évidemment. C'est un peu plus classique. On va avoir du tableau. Ça aussi, c'est bien pour se positionner sur les LLM. Ils aiment bien cette disposition. Je passe. Et tout en bas, autre typologie de contenu à données structurées. C'est une foire aux questions par rapport au sujet. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que les LLM ont tendance à référencer vos contenus sur des questions et des requêtes très spécifiques. Je traduis, mais si une personne sur ChatGPT vient poser cette question-là, donc quand j'ai intérêt à refondre mon site internet complètement en tant que responsable marketing B2B, dans sa manière d'aller chercher les sources externes, il va tomber sur cette question, ce contenu-là. Donc, il peut nous citer dans ces éléments de réponse et ça nous amène du trafic complémentaire. Donc, aller chercher ces victoires faciles, c'est des modules qui ne sont pas compliqués à développer, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui amènent vraiment du concret et des victoires faciles. Donc, voilà pour te compléter, Brice, avec un exemple concret. Et là, on a parlé des nouveaux contenus, mais il y a aussi des anciens contenus. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut les rafraîchir. Est-ce que tu peux nous dire, Brice, là-dessus, quelles sont tes recommandations pour que les ressources internes d'une équipe marketing, qui sont souvent limitées ou à taille humaine, puissent bien prioriser son quotidien là aussi? Là-dessus, on va aller cibler tout ce qui est contenu, souvent qui ont plus de 2 ans, parce qu'on considère que c'est trop vieux et c'était déjà trop vieux souvent pour du SEO et ça est encore plus le cas pour les LM.
et vérifier des choses, par exemple, la présence d'une date de mise à jour aussi, parce que souvent on a la date de publication, mais pas forcément la date de mise à jour. On veut être sûr qu'elle apparaisse bien et qu'elle soit bien disponible aussi pour donner cette information-là. Et après, aller vérifier que tous nos contenus, qui soient evergreen ou nos guides principaux qui sont intéressants pour l'activité, soient aussi bien à jour, surtout au niveau des informations qui sont comprises dedans. Parce que si pour justement un de ces guides-là, on cite une information qui est 2023-2024, même en tant qu'utilisateur, on va se dire bah non, c'est trop vieux, j'en veux un 2025 quoi, ou pour 2026. Tu peux juste traduire evergreen au cas où? Euh, euh, Ah, pas facile. Les contenus evergreen, c'est les contenus qui vont avoir un intérêt de consultation en tout temps. Il ne faut pas les rendre limités dans le temps ou attachés à un événement spécifique. Ça permet d'avoir une capacité à faire perdurer la vie du contenu dans son exhaustivité. Et comment on a organisé, nous, sur ce rafraîchissement des contenus chez Make the Grade? On demande à notre équipe marketing d'avoir par personne 1 heure de temps bloqué au nettoyage des anciens contenus et on remonte la rivière. Donc, on prend les contenus qui ont plus de 2 ans et on va aller chercher uniquement les victoires concrètes. C'est-à-dire que si on a des contenus qui datent de plus de 2 ans, qui ne performent pas du tout et qui sont trop compétitifs et noyés dans la masse, on ne va pas aller passer du temps dessus parce qu'il faut faire des choix. Mais par contre, on va prendre ceux qui sont déjà bien positionnés en première page de Google, mais entre la 5e et la 10e position, par exemple, voire en début de 2e page, mais en tout cas, il y a un intérêt et on a un peu de trafic dessus. Donc là, on va aller l'ajuster pour gagner des positions, voire potentiellement se reprendre la première position par rapport à ça. Voilà. Et c'est l'occasion, pour ce qu'on disait juste avant sur l'encart résumé et FAQ, d'aller les mettre en place par la même occasion, tant qu'on est sur l'article et qu'on le met à jour, quoi. Exactement. Tu dis ce qu'on a fait, parce qu'on a développé ces modules qu'on vient de vous montrer au fil de l'eau. Donc là, dès qu'on a un nettoyage à faire, on rajoute ces modules-là et on voit directement l'impact à 2-3 semaines après dans l'évolution des rankings. Ah, très important aussi, effectivement, pour se positionner sur les LLM, c'est la crédibilité, donc à travers la preuve sociale. Là aussi, qu'est-ce que tu recommandes de faire et d'entretenir, Brice, par rapport à ça? Là-dessus, c'est une chose qu'on voit souvent, qui est un petit peu dommage sur les sites et qui pénalise pour le coup sur les LM, c'est tout ce qui va aller toucher les témoignages et la construction de la crédibilité de la marque. Parce que, en fait, sur beaucoup de sites, on va avoir des témoignages qui sont génériques, voire des fois même craftés, enfin, créés par l'entreprise, justement pour dire bon, bah, j'ai besoin de témoignages, je vais aller les rédiger là en 5 minutes pour les mettre en place sur mon site. C'est dommage, et c'est encore plus dommage du coup dans ce cadre-là, puisque soit ils sont génériques, ils pourraient être améliorés, contextualisés en fonction de la page. Et ce qui se passe souvent en réalité, c'est que on en rédige peut-être 5 à mettre en place sur notre site et on l'utilise partout sur le site. Qui n'est pas, on va dire, la façon de faire et la façon dont réfléchissent du coup les LM. Ce qu'ils vont chercher beaucoup plus, c'est en réalité l'avis qui permet de mieux comprendre le service. Donc là, par exemple, je suis sur une page CRM. En réalité, j'ai tout intérêt à avoir un avis CRM et qui détaille ce qui a été fait, ce qui a bien fonctionné et ainsi de suite. Et c'est plus une logique où on va rentrer dans limite d'une mise en place où c'était un carrousel de 5 avis à limite un avis unique, mais qui soit bien travaillé, qui nous mette bien en valeur et qui aide aussi à mieux comprendre ce qu'on fait bien ou voir ce qu'on fait moins bien aussi sur chacune de mes pages, donc que ce soit l'ensemble de mes pages de service, chacun avec leur avis propre. Même chose si j'ai des pages industrie, autant mettre en place un avis qui soit propre à cette industrie-là, d'autant plus que souvent on a les use cases qui sont associés et ça fait un peu double écho entre l'avis et le ROI et ce qui a été mis en place, quoi. Ouais, très clair. Et pour aller très vite et te compléter, toujours dans l'optimisation de vos contenus froids, donc articles de blog, cas clients notamment, lorsque vous avez votre bandeau de la personne qui a rédigé ce contenu, ce qu'on vous recommande de faire, c'est
de rajouter aussi des éléments de preuve sociale autour de cette personne. Souvent, on a nom, prénom et puis une description et puis on s'arrête un peu à là. À rajouter l'intitulé de son poste, à rajouter des labels comme on a pu le faire ici avec les domaines d'expertise. Faites-le là aussi en données structurées. Et surtout, et ça c'est très important, notamment pour que vos experts et leur contenu soient cités dans la LLM, rajoutez le lien vers le profil LinkedIn de la personne. Ça aujourd'hui, c'est des éléments qui sont compris par les intelligences artificielles. Et elles vont savoir faire le lien entre ici, Ewen est un consultant growth marketing. Sur son profil LinkedIn, je m'aperçois qu'il occupe effectivement cette fonction et ce métier. Donc, le contenu qui est déjà de qualité, qu'il a créé, qui est en ligne, est pertinent pour nos requêtes et nos audiences. Donc, j'ai plus intérêt à mettre le contenu de Ewen que le contenu de monsieur ou madame Tartampion à côté qui est plus évasif sur ses compétences clés, quoi. Donc, l'humain est vraiment au cœur. Pardon ? Et qui, sur Dodgeblock, ça se trouve, n'existe pas aussi. Ouais. Oui, voilà. Qui plus est. Donc, très important, victoire facile là aussi. Et là-dessus, on peut aller rapidement dessus, mais on a dans les actions aussi qui sont intéressantes. Typiquement, on sait tous que les LLM vont puiser une partie des réponses sur Reddit, sur des forums et divers threads sur plein de plateformes. Souvent, ce qu'on peut avoir à disposition, surtout pour des entreprises SaaS, c'est une knowledge base qu'on met à disposition de nos clients, mais qui est fermée, ou qui est déjà publique, mais pas très bien valorisée. Et on a tout intérêt à l'ouvrir et la mettre en avant pour reprendre, on va dire, un petit peu plus la main pour ces réponses-là, plutôt qu'à avoir à combler les manques avec des articles de blog, quoi. Ouais, tout à fait. Ici, est-ce que tu souhaites faire un mot ou on passe directement au niveau 3 ? C'était surtout pour les mentionner, c'est juste pour dire qu'on a un intérêt aussi à faire de l'optimisation technique, parce que les M, souvent, ils veulent la réponse rapidement. Souvent, on considère que c'est 2 secondes un petit peu le maximum que la majorité attendent pour obtenir la réponse de la page. Et pour certains, ils attendent même pas du tout ce temps-là, c'est encore en dessous, quoi. Ouais, bon, d'où l'alignement avec le SEO, parce que le pilier technique d'un site internet est important depuis Mathusalem. Et on passera rapidement dessus, mais vous avez aussi des victoires de niveau 3, mais cette fois-ci, allez chercher des positionnements avec des citations extérieures à vos propres contenus et vos propres médias. Donc, on voulait justement refaire un petit laïus sur les plateformes d'avis qui reviennent de plus en plus dans le jeu du travail de votre autorité. Donc, on en a listé une liste non exhaustive, mais si vous êtes un logiciel SaaS, du G2, c'est hyper crucial que vous soyez référencé sur cette plateforme-là dans votre bonne catégorie. Mais si vous faites du service, eh ben, vous avez d'autres plateformes qui peuvent être intéressantes pour vous également. Donc, on vous a mis les types de plateformes qu'on vous recommande, quel secteur clé ont intérêt à se positionner dessus pour que vous puissiez vous repérer et quel impact vous pouvez aller chercher, encore une fois, simultanément en SEO et en IA. On passe vite dessus pour aller directement sur ce sujet que j'ai envie de creuser avec toi, Brice. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quelles sont les victoires extérieures à aller chercher pour positionner nos entreprises ? Ouais, là-dessus, en réalité, c'est que, en fait, on a des médias qui existent et la façon dont on réfléchit LLM, c'est d'une manière assez systémique. Donc, ils vont voir notre site, oui, mais pas que. Et donc, dans leur prise en considération, il y a souvent aussi plein de médias. Et donc, ce qu'on va aller chercher à faire ici, c'est être cité dans des sources de référence. Donc, il y a l'aspect, effectivement, comme je disais, médias et les blogs de référence dans un domaine donné sur lequel on va vouloir être présent. Et il y a aussi d'autres choses dont beaucoup parlent, par exemple, sur l'aspect de, éventuellement, j'ai une fiche Wikipédia où je devrais en avoir une, mais j'en ai pas, qui mériterait, par exemple, sur mes pages de marque ou de solutions, d'exister et de donner un petit peu les informations factuelles. Il y a aussi un certain nombre souvent d'études et de baromètres qui hiérarchisent les acteurs en fonction soit des avis, soit du chiffre d'affaires, soit de leur expertise sur des sujets donnés, et avec des classements et comparatifs.
où là aussi, en réalité, on a un enjeu à être présent justement. Tout ça, c'est des usages, qu'en marketing, on faisait déjà, mais qui, mine de rien, se réduisaient un petit peu au fur et à mesure des années et sont revenus complètement sur le devant de la scène là, depuis 2025, justement dans ce cadre-là, quoi. Ouais, sur Wikipédia, il y a un consensus, ça peut être assez puissant et intéressant. C'est pas fait pour tous les types d'entreprises. Si je suis une TPE ou une PME à taille très humaine, j'ai aucun intérêt à aller sur Wikipédia, l'impact sera trop léger. En revanche, si je suis une ETI, un grand groupe ou autre, là, ça devient très intéressant d'avoir ce type de stratégie SEO et GEO à côté. Hop, tu en as parlé rapidement tout à l'heure de l'aspect communautaire en citant notamment Reddit. Alors, il y a eu un phénomène de mode en seconde partie de 2025 par rapport à ça, qui a été un, un excellent moyen pour certains logiciels SaaS de se positionner dessus, notamment pour les sociétés de services, ça a moins été le cas, ou du moins c'était beaucoup plus chronophage d'y performer. Et puis depuis, ça a un petit peu évolué. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus pour avoir le centre de vérité actuel? Ouais, surtout que Reddit est assez particulier. Il y en a beaucoup qui, continuent de recommander Reddit à tout prix. La réalité, c'est que, bah, déjà les mentions Reddit sont moins mises en avant, mais, c'est intéressant dans une logique effectivement du GC, d'aller les travailler. En réalité, à mon sens, c'est plus si on est déjà, présent, on va dire en tant qu'entreprise sur Reddit ou si on a un subreddit qui existe à notre nom ou, qu'on est déjà présent dans des subreddits sur un sujet en particulier, là, c'est intéressant d'aller le travailler, oui. Mais sinon, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à créer, on va dire, de toutes pièces, de zéro. Dans ce cas-là, c'est moins intéressant, ça va être trop difficile, mais il faut vraiment y être présent. Et souvent, ça se fait assez de manière, aussi assez naturelle, puisqu'on y est déjà présent aussi. On va aller répondre aux questions sur des sujets utilisation, par exemple, de notre propre solution. S'il y a des use cases, sur lesquels des gens bloquent un petit peu et auxquels on est capable de répondre en tant que solution, bah, là, ça fait sens aussi d'aller répondre à ces questions-là et ainsi de suite. Ouais, et si vous voulez creuser le sujet Reddit pour votre référencement, on vous a préparé un guide et le lien sera dans la dernière slide de cette présentation. Donc vous y aurez accès demain. On a fait un gros travail là-dessus. Merci Brice. Et il y a toujours ce côté pour travailler l'autorité et qui vient encore une fois englober le GEO, mais qui reste une technique SEO à la base, c'est d'améliorer les mentions existantes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu recommandes à un responsable marketing ici aussi pour jouer sur ce curseur-là avec régularité? C'est ça. Bah, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, toutes les plateformes où ça peut être intéressant, ou les supports, bah, d'être présent. L'idée là, c'est de se dire: «On va prendre l'existant et on va aller à chercher à améliorer ça». Ça peut être pour diverses raisons. Souvent les 2 cas de figure, on va dire, c'est soit j'ai un avis, qui était un petit peu dur, par exemple, sur une plateforme et ça peut, se comprendre et justifier de chercher à l'améliorer. Ou des fois même, bah, tiens, en fait, c'est, telle review, par exemple, sur, un comparatif qui est bien positionné, mais qui met en avant un petit peu mon identité ou mon positionnement d'il y a quelques années, qui n'est plus mon positionnement actuel. Dans ce cas-là, c'est intéressant d'aller intervenir là-dessus. Ça rentre dans la case monitoring justement où, bah, la façon dont on les identifie, c'est justement au travers de ce monitoring-là. Tous les outils ne le font pas, mais il y a des outils qui vont même un petit peu plus loin et nous donner une notation même, du sentiment, on va dire un petit peu de l'avis, de la review ou de la mise en avant pour, bah, nous prioriser aussi. Parce qu'on se dit: «Bon, bah, s'il y en a un qui est à la fois bien positionné et sur lequel, bah, l'avis est un petit peu plus mitigé», ça se justifie de prendre contact avec le propriétaire pour voir ce qu'il est possible de faire. Globalement, hem, c'est un travail long, un peu plus minutieux, mais qui peut avoir un impact, assez fort, sur, le positionnement et sur l'image aussi qui est renvoyée de l'entreprise, dans les Ouais. Donc, si vos ressources sont limitées, ce n'est pas la première chose qu'il faut effectuer. En revanche, si vous avez déjà une certaine maturité, et pas mal d'actions, pas mal de contenu en place, c'est un bon levier d'exploitation. C'est pour ça qu'on l'a mis en niveau 3 notamment.
Voilà. Ouais. Parfait. On va pouvoir conclure et surtout répondre à vos questions. Donc, on va faire monter sur scène Ewen, parce qu'il y a eu beaucoup de valeurs ajoutées qui ont été données, beaucoup d'informations. Ça a suscité des questions et des réponses. Donc, Ewen de notre équipe marketing va monter sur scène pour nous poser tout ça. Bonjour. Salut Ewen, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va, je te remercie. Dis-nous tout. Alors du coup, on a eu plusieurs questions. On va commencer avec ça va être une question double, on va dire, parce que j'ai une question de Rémi et de Christian. Ok. Donc à un moment donné, vous avez parlé de PromptWatch et du coup, Rémi nous pose une question, c'est quel outil permet aujourd'hui d'afficher le volume d'apparition dans les différentes IA et aussi celle de la concurrence pour qu'on puisse mesurer l'impact de nos transformations de contenu? Ok. Tu veux commencer par répondre, Brice, et je te complète ou l'inverse? Oui, je peux commencer. C'est ce qu'on disait dans la partie monitoring globalement, où en fait, ce qu'on peut faire, c'est, de suivre des prompts, pour avoir les réponses et les différentes informations dessus. En réalité, la plupart des outils de monitoring, donnent ces informations-là. Donc sur les questions de volume, déjà, c'est une information qui remonte et sur la question de qui est cité, ils l'ont globalement tous aussi, justement et ça nous permet, au bout du compte, d'avoir, notre part de voix sur ici, je suis cité peut-être, 25 du temps, ce que tu montres là avec le screen. Je peux savoir aussi que, mes concurrents sont mentionnés plus souvent que moi, par exemple, et toutes ces informations-là, je les retrouve. C'est l'idée aussi, derrière, c'est on le fait en SEO et c'est des outils qu'on a réadaptés pour les LLM pour, avoir notre visibilité et toute la data sur cette partie-là. Ouais, donc si vous êtes équipé d'outils déjà comme SEMrush ou autres, contactez-les. Il y a de plus en plus de fonctionnalités. Ils sont obligés de faire ce virage-là. Et donc, c'est assez pertinent et de plus en plus efficace tout de même. Et sinon, on a PromptWatch qui a été identifié de notre côté comme un peu le précurseur de ces fonctionnalités-là. C'est important. Et pour parler de HubSpot, vous pouvez directement mesurer et traquer dans vos tableaux de bord les trafics qui viennent des LLM. On n'aura pas le détail de tel LLM par tel LLM. On n'aura pas le niveau de finesse qu'un PromptWatch peut le faire aujourd'hui. Il faudra parier que HubSpot rachètera une entreprise à un moment donné pour le mettre en natif. Ce n'est pas le cas encore. Mais d'un point de vue macro, pour suivre de mois par mois l'évolution de ce trafic-là, ce canal-là, pour le confronter à côté au SEO, c'est quelque chose que je recommande et c'est déjà disponible dans votre portail HubSpot. C'est ça. Et en soi, tu peux même tout réagréger parce que certains ont une API qui est disponible et donc tu peux avoir le double bénéfice de l'information de la performance sur ton site et sur lequel tu viens réapporter l'information, on va dire, du positionnement via le monitoring, quoi. Clairement. Et du coup, pour répondre à Christian, ça va être comme en SEO, ça va permettre de pouvoir lister les prompts de son activité sur lesquels on peut se référencer du coup. Oui, tout à fait. En fait, la fonctionnalité, elle fonctionne comme ça. C'est une liste. Il faut rajouter dans cette liste des questions très spécifiques. Et après, ces outils-là, peu importe lequel, va aller directement scraper les LLM pour savoir autour de ce champ sémantique-là, est-ce que vous êtes positionné ou pas? Et si vous êtes positionné, c'est à quel volume notamment? Et par rapport à vos concurrents, comment ça rentre? C'est pour ça que je parlais de freemium, ces outils-là aujourd'hui pour vous laisser tester ces solutions et ces nouvelles fonctionnalités. Ils vous laissent 20 questions à lister et à suivre sur la version gratuite. 20 questions, ça paraît sympa pour commencer à adopter le système, mais on les atteint très très vite parce que l'appétit vient en mangeant, j'ai envie de dire. Et on a envie de tester de plus en plus de requêtes liées à l'achat parce qu'on a plein de services, on a plein de produits. Mais voilà, ça permet de mettre un pied à l'étrier. Ok, merci. Et du coup, là, on va avoir une question de Thomas, qui est curieux de voir l'évolution des LLM sur le long terme. Et donc, il se pose la question, c'est est-ce que pour l'instant, on n'est pas seulement sur une phase d'observation avant d'avoir une vraie bascule des recherches uniquement sur les LLM pour le futur?
Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que les LLM vont continuer d'évoluer. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une bataille déjà en cours et très assumée, très dynamique avec les moteurs de recherche classiques, hein. Il suffit de taper dans Google Actualité et mettre AI Overview, qui est la solution de Google, VS OpenAI, et puis on trouve tous les jours des nouvelles guérillas par rapport à ça. Ce qui est sûr aussi, c'est que la mutation dans les usages, elle est déjà là, hein. Donc, il ne faut pas rester statique par rapport à ça. C'était l'objet de notre introduction avec Brice, c'est-à-dire que les gens, dans le particulier et dans le milieu professionnel, utilisent tous les jours déjà des LLM en complément des moteurs de recherche. Et donc, il faut se positionner dessus. Si on ne prend pas en compte d'ores et déjà aujourd'hui, ça va continuer d'évoluer les LLM, mais on loupe des wagons en fait qui sont stratégiques. Et on en revient au côté kingmaker qu'on a évoqué aussi pendant la masterclass. Si on est trop statique et trop figé par rapport à ça, qu'on ne met pas les bons budgets, qu'on ne met pas les bonnes actions et les bonnes campagnes, ça va être au détriment de nos concurrents qui, eux, vont le faire, voire des nouveaux acteurs aussi, hein. Il peut y avoir des nouveaux acteurs qui arrivent, qui ont 5 ans, 10 ans de moins que nous, mais qui ont pris ce canal-là à bras-le-corps d'ores et déjà. Et à ce moment-là, c'est eux qui prennent les places aussi. Donc, on voit un petit peu tout là-dessus. De toute façon, on peut être assez sûr dans l'idée de ça va continuer à se développer. Le débat, en réalité, est plus sur à quel point, mais c'est déjà présent. Et des fois, même, on me dit, dans certaines industries, c'est peut-être moins le cas. Et j'ai été voir, du coup, même pour des choses qui sont très industrielles, industries lourdes et autres. Et en réalité, on se rend compte que même dans ces domaines-là, les gens utilisent les LLM pour aller chercher de l'information, pour aller identifier les acteurs et ainsi de suite. Cette semaine, il y a la Société Générale, ça c'est intéressant, ils ont annoncé arrêter le développement de leur propre IA interne. Ils ont essayé, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table pour développer leur chat GPT interne pour des raisons de sécurité, etc. Et en fait, c'est un gouffre financier. L'innovation ne va pas assez vite. À peine ils ont une version qui correspond à leur roadmap que les autres acteurs tout autour ont repris 2 ans d'avance. Donc, en fait, ils ont dit on arrête et on va du coup passer plutôt sur une solution déjà disponible sur étagère en cloud. Il faudra qu'on la sécurise, mais on va plutôt partir là-dessus, quoi. Donc, on voit bien que même des acteurs très axés par définition de leur métier, cybersécurité, secret professionnel, etc., sont en train d'étudier ces pistes-là parce que le faire en propre, c'est très compliqué aujourd'hui. Et donc, on va avoir une deuxième question de Thomas qui nous demande est-ce que vous connaissez des plugins disponibles sur WordPress pour faciliter la configuration de données structurées? Il y en a, en réalité, il y en a même une palanquée d'outils. Sur WordPress, je les ai un peu moins en tête parce que forcément, on travaille un peu moins avec WordPress. Mais il y en a plein, ne serait-ce que, j'ai envie de dire, pour tout ce qu'on disait, configuration basico-basique, organisation et autres, bah, en fait, c'est quelque chose qui est natif de Yoast. Et après, si on veut aller le configurer un petit peu plus loin, là-dessus, il y a plein de plugins qui sont disponibles. Moi, j'ai celui-là en tête, WP Rocket, qui à la base est un plugin fait pour optimiser la vitesse de chargement des pages. Et ils l'ont développé. Donc, ça permet de prendre en compte cette dimension-là. Après, effectivement, comme le dit Brice, je pense que le mieux ici, c'est directement d'aller faire son curieux dans la marketplace. Il doit y en avoir. Et donc, pour rebondir, j'ai aussi Océane qui nous pose la question est-ce que c'est pénalisant de créer un avatar si on n'a pas envie de se montrer, comme par exemple sur les pages auteurs pour les articles de blog, des choses comme ça? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que oui. J'aurais tendance à dire que oui pour des raisons évidentes. Le but de Google et le but de ChatGPT, c'est un peu le même. C'est pour que les utilisateurs soient satisfaits, il faut leur positionner les contenus les plus pertinents possibles face à leur recherche. Les contenus pertinents sont des contenus qui sont travaillés par des humains et qui sont experts d'un domaine spécifique. Donc, plus le contenu il est expert et plus le contenu il est niché,
et plus cet humain qui l'a créé, ce contenu-là, aura de chance d'être cité dans les requêtes associées. Donc à partir de là, si on commence à mettre un avatar par-dessus, ça va s'identifier du point de vue des algorithmes de ces plateformes-là, et à équivalence sémantique d'un concurrent où là, c'est un vrai expert qui l'aura fait, on passera en secondaire en fait. Et quoi de plus normal, il y a un petit côté, on essaye de feinter qui ressort. Donc le conseil par rapport à ça, c'est de mettre les vrais gens sur les vrais contenus et pas de vouloir anonymiser par rapport à ça. C'est ça. D'un point de vue de Google, c'est plus même un manque de transparence, on pourrait presque dire. Ça peut se comprendre, à la limite de vouloir le faire, mais ça reste dommage, et même si on tire la pelote un peu plus loin et qu'on dépasse la réflexion blog, bah, typiquement, c'est quelque chose qu'on a même sur des sites, de dire: «Bon, bah, OK, j'ai telle entreprise, mais est-ce que je sais les personnes qui dirigent cette entreprise?» Souvent, on le fait, mais il y a plein de sites où, par exemple, où c'est pas le cas et qui vont être pénalisés parce que, surtout, par exemple, sur du e-commerce, bah, ça fait très la logique. Bon, bah, c'est un site de dropshipping. Je veux pas, qu'on puisse, savoir qui est derrière cette entreprise et autres, donc je ne mets pas l'information à disposition. Ça fait un petit peu ça, et du coup, on a tout intérêt à aller le mettre en avant. Donc qui est la personne, et qu'est-ce qu'elle fait, au sein de l'entreprise, et autres. Et c'est ce qu'on fait du coup, nous, là, dans notre cas, avec les photos et le LinkedIn qui est associé, quoi, pour le blog. Et donc, on va avoir une dernière question de Nadia qui nous demande quelle est votre vision pour l'avenir de Google Ads et est-ce qu'il faut continuer selon vous d'investir ou alors les résultats de recherche sponsorisés vont être en baisse? Je répondrai sur le pendant marketing de l'intérêt de ce canal-là. Brice, je te laisse répondre sur la confrontation avec le SEO et le GEO, si tu veux. Ouais, OK. Ah bah du coup, je commence alors. Ah! D'un point de vue marketing, pour moi, il faut continuer d'exploiter ce canal-là parce que c'est une question de point de touche avec son audience cible. Il faut bien avoir en tête que, ce qu'on disait en introduction là aussi, le zéro clic face à une recherche, il est omniprésent aujourd'hui. Ça veut dire que nos sites internet ne sont plus le seul centre de vérité comme c'était le cas si on remonte 2, 3, 4, 5 ans en arrière. Donc, on a un intérêt de positionner notre marque, nos contenus, nos promesses et propositions de valeur sur l'ensemble des canaux où sont nos prospects. Et là, du coup, on a parlé du SEO, on a parlé du GEO, on pourrait parler des réseaux sociaux, on est en B2B, donc LinkedIn est un indispensable par exemple. On pourrait parler de LinkedIn Ads, de Google Ads. C'est hyper important que dans le quotidien d'une personne avec qui on veut et on peut travailler, on puisse encercler son intention face à ces bonnes problématiques pour aller être bien en tête, top of mind, quand un projet se déclenche chez cette personne-là. Et pour cette raison, Google Ads et tous les publicités payantes de ce type-là sont extrêmement importantes. Ce qui peut être intéressant de rajouter, c'est de rendre cette publicité-là un peu plus authentique. Donc, on a le Google Ads traditionnel, on a le LinkedIn Ads qui est assez intéressant aussi, mais vous pourriez très bien exploiter du YouTube Ads aussi, par exemple, avec un cas client en vidéo et que vous mettez en publicité sur une audience bien spécifique. Là aussi, ça augmente le nombre de points de touche que vous pouvez avoir. Donc, moi, je conserverai ce canal-là dans les budgets et je l'exploiterai au fil de l'eau. Et après, c'est un autre sujet à part entière sur le comment. Ça pourra faire l'objet d'un prochain webinaire. C'est ça. Et pour répondre un peu plus sur l'aspect résultat de recherche, du coup, qui est un peu plus dans mes sujets, c'est ce qu'on disait au tout début. En fait, la recherche, elle n'est pas en baisse sur Google non plus, et au contraire. Et donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt à aller continuer ces efforts-là. C'est juste, éventuellement, à la marge, on peut dire qu'il y a une restructuration, parce qu'au lieu d'être en résultat sponsorisé plus organique, on va avoir des choses qui vont se rajouter, notamment le AI mode le AI overview, pardon, qu'on n'a pas encore forcément en France, mais qu'on va avoir. Donc il y aura ça en plus, donc peut-être un petit peu moins de clics en SEA, et encore que. Et il faut aussi se dire que si on réfléchit aussi en avance, on peut, on ne sait pas quand, mais on peut avoir aussi de la publicité directement dans ces moteurs de recherche IA.
Donc, par exemple, il y avait le sujet de quand est-ce qu'arrive la publicité dans GPT. Il n'y a pas de réponse claire. La réponse, elle sera sûrement donnée au dernier moment, mais c'est une possibilité que demain, il y ait de la publicité qui soit disponible directement dedans, quoi. Et pour finaliser cette réponse, la moyenne en B2B, c'est une moyenne, hein, pour convertir un contact d'un point de vue acquisition marketing, il faut en moyenne 8 points de touche. C'est-à-dire que ce contact-là, il a été en interaction avec 8 atouts marketing de votre entreprise. Ça peut être un email, ça peut être un post sur les réseaux sociaux, ça peut être une recherche Google en organique, une requête dans les LLM, ça peut être un Google Ads ou un YouTube Ads. Et c'est ce qu'il faut avoir en tête pour que vous soyez omniprésent sur les bonnes problématiques. Tu avais d'autres questions, Ewen, ou c'est... Non, on a fait le tour pour les questions. Merci. Super, c'était des bonnes questions, merci. Donc voilà, retenez que le chantier GEO et SEO, c'est un travail de longue haleine. Il y a des victoires faciles et des victoires plus profondes à aller chercher. Nous, en résumé, avec Make the Grade, on peut vous accompagner sur la structuration des fondations de votre SEO. On a parlé des données structurées, c'est le cas de le dire, mais pas que. On peut vous accompagner là-dessus. On peut vous accompagner sur l'optimisation des contenus et la puissance de frappe de vos campagnes marketing, à la fois organiques, comme on l'a vu aujourd'hui, mais aussi sur les publicités payantes, comme on vient de le voir juste là. Et enfin, on peut aussi vous accompagner sur la construction, le développement de votre autorité en allant vous faire citer sur des médias spécifiques raccordés à votre marché, mais aussi sur les LLM désormais. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. On peut challenger, vous faire un audit avec un grand plaisir. Et pour compléter, voilà, on vous partagera ce support-là dans la foulée et vous aurez accès à ces 3 contenus-là. Donc, au milieu, le fameux guide sur Reddit pour les curieuses et les curieux. Sur la gauche, le lien vers notre portfolio pour que vous puissiez vous inspirer des refontes de sites Internet que l'on effectue et qui sont optimisés justement sur les sujets qu'on a vus aujourd'hui, très important. Et sujets complémentaires, on a parlé SEO, GEO. Il ne faut pas oublier que désormais, l'accessibilité digitale de nos sites Internet est obligatoire pour accompagner notre audience et lutter contre les handicaps sur le web. Donc, on vous a fait un guide là-dessus pour que vous puissiez aussi raccorder les wagons sur le sujet. Et voilà, merci Brice, merci Ewen, c'était vraiment top. Et j'espère que tout le monde a passé un beau moment. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée à vous, merci.